Le soir du Nouvel An, ma belle-mère a défoncé la porte de ma salle de bain pour trouver l'argent qu'elle croyait déjà lui appartenir. Mais elle ne s'attendait pas à ce que je sois prête. Le 29 décembre, ma vie a basculé en une seule notification. Je me souviens encore de l'écran de mon téléphone, illuminé dans la pénombre de ma cuisine. Il faisait froid dehors, la nuit tombait déjà, et moi j'étais assise avec une tasse de thé presque glacée entre les mains. Je n'avais même pas eu la force de la finir. J'avais passé la journée à faire mes comptes, à penser à l'hypothèque, aux courses du réveillon, à tout ce qui manquait toujours, tout le temps. Puis ce message est arrivé. Crédit reçu, 7000 roubles. Je suis restée figée, 7 millions. Je relisais la ligne encore et encore, comme si les chiffres allaient s'effacer, comme si c'était une erreur, comme si, en clignant des yeux, tout allait redevenir normal. Mais non, l'argent était bien là, réel, disponible, à moi. Cet argent venait de mon oncle, le frère de ma mère, un homme solitaire, distant, presque mystérieux, que je n'avais vu que quelques fois dans ma vie. Il n'avait ni femme, ni enfant, ni proche. Avant de mourir, il avait vendu son appartement, déplacé ses économies, organisé ses affaires à sa façon. C'était compliqué, presque opaque. Mais le résultat, lui, était simple. Moi, Elena Smirnova, comptable ordinaire, mariée, endettée, épuisée, je venais d'hériter de quoi changer toute mon existence. 7 millions, c'était assez pour rembourser l'hypothèque, respirer enfin, acheter une voiture correcte, faire les travaux qu'on repoussait depuis des années, être même avoir ce bébé dont je rêvais en silence, celui que je n'osais pas imaginer à cause de l'argent, de l'instabilité, de la peur de ne pas y arriver. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri toute seule. J'avais envie d'appeler mon mari Oleg, de lui annoncer la nouvelle, de pleurer de soulagement, de rire, de danser au milieu de la cuisine. Mais quelque chose m'a retenue, une intuition, ce genre de sensation sourde, discrète, qu'on apprend à écouter après plusieurs déceptions, une petite alarme intérieure qui se déclenche juste avant les catastrophes. Parce que Oleg, depuis quelque temps, n'était plus le même. Il était nerveux, distrait, il cachait son téléphone. Il parlait de grandes opportunités, de projets, de trucs qui allaient bientôt se débloquer. Et sa mère, Galina Ivanovna, cette femme qui avait toujours estimé que je n'étais pas assez bien pour son fils, s'était mise soudainement à devenir douce, presque affectueuse, trop affectueuse. Elle m'appelait tous les jours, demandait comment j'allais, me disait de prendre soin de moi. Et surtout, elle s'était invitée chez nous pour le Nouvel An. Ça n'avait rien d'innocent. Alors j'ai décidé de me taire, au moins jusqu'après les fêtes. Le lendemain, le 30 décembre, ils sont arrivés ensemble. Galina Ivanovna avait apporté une énorme valise, ce qui était absurde puisqu'elle habitait à peine à 1 heure de train. Oleg portait ses affaires, l'air tendu, les yeux fuyants. Dès qu'elle a franchi la porte, elle m'a sauté dessus avec une énergie presque théâtrale. « Ma petite Elena, comme tu as maigri, mais tu es toute pâle, tu te tues au travail ou quoi ?» Elle me serrait dans ses bras comme si nous avions toujours été proches. Son parfum trop sucré me donnait mal à la tête. J'ai souri poliment. J'ai encaissé. Puis Oleg m'a annoncé, comme si cela allait de soi, qu'il avait installé sa mère dans notre chambre et que nous, on dormirait sur le canapé. Sa mère avait soi-disant mal au dos. J'ai simplement hoché la tête. L'appartement m'appartenait avant le mariage, mais je n'ai rien dit. Je ne voulais pas gâcher l'ambiance avant même le réveillon. Toute la soirée, Galina a fait comme chez elle. Elle donnait des ordres dans la cuisine, critiquait ma façon de couper les légumes, corriger la table, déplacer les assiettes, soupirait comme si tout reposait sur ses épaules. Et puis, l'air de rien, en découpant de la charcuterie, elle a posé la question. Une question trop tranquille pour être innocente. Au fait, Elena, ton oncle, à paix à son âme, il t'a laissé quelque chose finalement? Un héritage? Ou c'était du vent?
J'ai levé les yeux vers elle. Elle n'a pas cligné des paupières. J'ai senti aussitôt que cette question n'était pas improvisée, qu'elle était préparée, pesée, répétée peut, être. Alors, j'ai menti. Je lui ai dit que mon oncle n'avait laissé qu'une vieille bibliothèque remplie de livres sans valeur. Elle a pincé les lèvres, déçue. Des livres et l'appartement, vendus depuis longtemps. L'argent est parti dans les soins. Je n'ai pas hésité, pas une seconde. Elle a échangé un regard avec Oleg, un regard si rapide que beaucoup l'auraient raté. Pas moi. Quel dommage, a murmuré mon mari en détournant les yeux. On s'était dit que, peut, être, enfin, on aurait pu changer la voiture. J'ai tourné la tête vers lui. Avec quel argent, Oleg? On a une hypothèque. Il n'a pas répondu. Il a juste haussé les épaules. Mais, à cet instant, j'ai compris. Ils y pensaient déjà. Ils n'étaient pas encore sûrs que l'argent existait, mais dans leur tête, il avait déjà une destination. Et cette destination, ce n'était pas moi. Le 31 décembre, je me suis levée tôt pour préparer le repas du soir. Je voulais m'occuper, remplir le silence, empêcher mes pensées de tourner en boucle. Dans la cuisine, ça sentait les légumes bouillis, le poulet rôti, la mayonnaise, les fêtes, l'enfance. Et pourtant, je sentais au fond de moi qu'un orage approchait. Vers 3 heures de l'après-midi, Oleg et sa mère sont sortis sur le balcon. La porte est restée entr'ouverte à cause de la chaleur du four. Moi, j'étais en train de couper des concombres sur la table. Et j'ai tout entendu. Pas quelques mots, pas des bribes, tout. Oleg parlait à voix basse, mais sa mère, elle, n'avait pas ce réflexe. « Attends un peu, maman. Me mets pas la pression. Après les fêtes, je vais la travailler. Elle est douce. » Si l'argent est vraiment là, elle finira par craquer. Et la voix glaciale de Galina a répondu « Ne laisse pas passer ça. Cette fille est idiote. Elle va tout gaspiller, en vêtements, ou le donner à sa mère. Cet argent nous est plus utile. On a déjà repéré une datcha avec bain russe, tu te souviens? On l'achètera à mon nom, comme ça, en cas de divorce. Elle n'aura rien. Et toi, tu prendras la voiture. » Mon couteau m'a échappé des mains. Le bruit du métal sur le carrelage a claqué dans toute la cuisine. Silence sur le balcon. Je me suis baissée. J'ai ramassé le couteau. Mais mes mains tremblaient si fort que j'avais du mal à respirer. Cette fille est idiote. Je vais la travailler. On mettra tout à mon nom. En 1 minute, tout s'est éclairé. Il ne voulait pas m'aider. Il ne voulait pas construire quelque chose avec moi. Ils ne rêvaient pas d'avenir commun. Ils attendaient simplement le bon moment pour me manipuler, me vider, me contourner, me prendre mon héritage, acheter une maison pour elle, régler ses affaires à lui et me laisser debout au milieu des ruines. Quelques secondes plus tard, Oleg est rentré dans la cuisine avec un sourire collé au visage. « Qu'est-ce que tu fais tomber comme ça, le Noussia? Besoin d'aide ?» Il a passé sa main autour de ma taille. J'ai cru que j'allais vomir. Cette tendresse soudaine, cette voix douce, cette comédie de mari aimant, tout puait le mensonge. Je me suis dégagée calmement. J'ai souri, moi aussi. « Non, merci, va voir ta mère. » Ce soir-là, pendant qu'il jouait au bon vivant, moi, j'ai pris ma décision. Je n'allais pas pleurer, je n'allais pas faire une scène. Je n'allais pas leur offrir le spectacle d'une femme trahie. J'ai appelé ma mère, je lui ai tout raconté. Elle m'a écoutée sans m'interrompre. Et quand j'ai fini, sa voix est devenue dure comme l'acier. « Elena, écoute-moi bien. Tu fais sortir cet argent de ton compte immédiatement. Tu sécurises tout maintenant. Tu fais les démarches en ligne, tu signes ce qu'il faut signer, mais tu ne laisses pas un kopek à portée de ces gens. Ma mère a toujours été plus lucide que moi. Moi, j'espérais encore souvent le meilleur chez les autres. Elle, non. Cette nuit-là, pendant que je servais la salade, que j'encaissais les toasts hypocrites sur la famille unie, sur l'amour durable, sur les beaux projets pour l'année à venir, je souriais. Galina m'a offert de vulgaires torchons de cuisine avec ce petit sourire satisfait des gens qui donnent peu tout en se croyant généreux. Oleg me parlait déjà de vacances de luxe, de mer, d'hôtels 5 étoiles, comme si tout était réglé. Il me voyait comme une poule aux œufs d'or.
Ils ignoraient que le poulailler était déjà vide. Le 1er janvier au matin, j'ai été réveillée par un bruit léger dans l'entrée. L'appartement était silencieux. Oleg dormait encore profondément. Je me suis levée sans faire de bruit et j'ai regardé dans le couloir. Là, penchée sur mon sac à main, il y avait Galina Ivanovna. Elle fouillait dedans, pas discrètement, pas par erreur. Elle fouillait vraiment. Elle sortait mon portefeuille, ouvrait les poches, retournait les compartiments, feuilletait mon passeport, palpait les doublures, cherchait quelque chose, une carte bancaire, un papier, une preuve. J'ai toussé. Elle a sursauté si fort qu'elle a laissé tomber mon sac. Tout s'est répandu sur le sol. Puis, comme les gens sans honte savent si bien le faire, elle s'est immédiatement redressée avec un visage offensé. « Oh, Elena, tu m'as fait peur. Je cherchais juste une serviette en papier. » Une serviette, dans mon sac à main. Le matin du 1er janvier, je me suis appuyée contre le mur et je l'ai regardé ramasser mes affaires avec ses doigts tremblants. Je n'ai pas crié, je n'ai pas éclaté. Je lui ai juste dit, très calmement, qu'une serviette se trouvait dans la cuisine, pas dans mes affaires personnelles. Puis je suis retournée dans la chambre et j'ai réveillé Oleg. Ta mère fouille dans mon sac. Il a ouvert un œil, a soupiré, puis a lâché. Tu exagères. C'est là que j'ai compris une chose essentielle. Ce n'était pas juste sa mère. Ils étaient ensemble, là-dedans. Plus tard dans la journée, je suis sortie prétexter une migraine et acheter des médicaments. En revenant, j'ai vu tout de suite que la chambre n'était plus comme je l'avais laissée. Les vêtements avaient été déplacés. Les papiers n'étaient plus rangés pareil. La boîte où je gardais d'anciens documents était entr'ouverte. Ils avaient recommencé. Ils cherchaient mes relevés, mes contrats, la trace de cet argent. Le soir, Oleg est entré dans la cuisine avec le visage fermé. Cette fois, il ne jouait plus le mari tendre. On doit parler. Je savais très bien de quoi. De l'argent, a-t-il dit. J'ai répondu qu'il n'y avait pas d'argent. Alors son masque est tombé. D'un coup, sa voix a changé, son regard aussi. Il a frappé du poing sur la table et m'a craché au visage que sa mère avait vu le message sur mon téléphone. 7 millions. Il le savait. Il le savait. Il n'attendait plus que mes aveux. Puis, il m'a attrapé par les épaules. J'ai besoin de cet argent. J'ai une dette, voilà. La vérité sortait enfin. Pas toute la vérité sans doute, mais assez. Une dette de 3 millions, m'a-t-il dit. Un mauvais investissement, une affaire ratée, des gens dangereux. Il fallait le sauver. Il fallait que je le sorte de là. J'ai croisé les bras et je l'ai regardé. 3 millions de dettes et les 4 autres pour la maison de ta mère, c'est ça? Il est devenu blanc parce qu'il a compris que j'avais entendu la conversation sur le balcon. Le lendemain matin, le 2 janvier, l'atmosphère était irrespirable.